Donc dans cet exposé, on va d'abord s'intéresser au développement des nombres réels dans une base entière. Donc on va se donner un entier supérieur ou égal à 2. Et donc si on considère les nombres réels, on peut leur associer la suite des chiffres en base B. Donc on va leur associer un mot infini sur l'alphabet 0, 1, B-1. Et donc ici, le mot va correspondre à l'écriture de la partie fractionnaire, parce qu'on n'a pas envie de considérer le mot fini qui correspond à la partie entière de x. Donc on ramène x entre 0 et 1, et on regarde son développement en base B. Ça, c'est un mot infini, 1 à 2, etc. De sorte que la partie fractionnaire de x, c'est simplement 0, on peut l'écrire comme ça, somme sur n au moins 1 et à n sur b puissance n. Et on va pas ce ne sera pas du tout le thème de l'exposé, on ne fait pas attention aux quelques nombres réels qui ont des développements impropres, qui pourraient avoir deux développements. On va principalement s'intéresser aux nombres irrationnels et donc considérer que à chaque nombre réel, on va pouvoir associer un mot infini comme ça de manière unique. Et la question principale qu'on veut étudier, c'est pour quel nombre x le mot xb, donc la suite des chiffres de x en base b, est-il aléatoire? Donc je dis aléatoire, d'une part avec des guillemets, que je préciserai un peu plus tard ce que ça veut dire. C'est une façon de caser déjà le mot aléa, parce qu'on est à la conférence aléa. Pour préciser les choses, moi je suis un théoricien des nombres principalement, donc c'est un peu un exposé grand écart. Et donc typiquement, qu'est-ce que c'est? On ne veut pas vraiment, on ne va pas s'intéresser à un aléa complet, mais si vous avez une suite de chiffres aléatoires, ce qu'on peut demander par exemple, c'est que si on pense qu'on a une probabilité ici uniforme sur les chiffres, c'est que chaque chiffre apparaisse dans ce mot infini avec une fréquence qui est 1 sur b. Chaque bloc de deux chiffres apparaisse avec une fréquence qui est 1 sur b carré, etc. Et ça conduit à la notion de nombre normal en base B. C'est exactement ça la définition. C'est tout bloc de chiffres apparaît avec une fréquence qui est 1 sur b puissance n, si n c'est la longueur du bloc de chiffres. Et donc il y a une réponse qui a été apportée à cette question. C'est assez ancien. C'est un théorème très classique d'Émile Borel, c'est en 1909. Et le théorème de Borel, c'est une réponse assez simple, c'est que presque tout nombre réel, donc on est de ce côté-là, c'est par rapport à la mesure de Lebesgue, est normal. Et donc, si je ne précise pas, je vous ai donné la définition de normal dans une base B fixée. Et quand on dit normal, ou parfois on dit absolument normal, ça veut dire normal dans toutes les bases. Alors, une fois qu'on a démontré que presque tout nombre est normal dans une base quelconque, on a de fait que presque tout nombre est normal dans toutes les bases par intersection dénombrable. Et donc c'est le résultat qu'a obtenu Borel. Et c'est un exemple qui est intéressant historiquement parce que c'était le premier exemple de loi forte des grands nombres. Et donc qui répond d'une certaine manière, qui apporte une première réponse à cette question. Alors, c'est facile de construire des nombres qui ne sont pas normaux, donc qui n'ont pas ces propriétés statistiques sur les chiffres. Et en fait, avec de telles constructions, on peut montrer que donc l'ensemble des nombres qui ne sont pas normaux en base B, c'est petit puisque c'est à mesure nulle, mais ce n'est pas trop petit. La dimension de Hausdorff de l'ensemble des x
qui sont non normaux, elle vaut 1. Donc elle est maximale au sens de la dimension. Donc c'est des ensembles tout petits, mais quand même pas trop petits. On a beaucoup de contre-exemples. Et alors dans l'autre direction, puisque le résultat de Borel, il vous donne l'existence, donc presque tous les nombres ont cette propriété, mais on voudrait bien avoir des exemples. Ça, c'est tout de suite apparu, cette question, dès les travaux de Borel. Donc ce qu'on sait faire, c'est construire des nombres normaux dans une base qui est donnée, prescrite à l'avance. Donc l'exemple le plus classique, c'est le nombre de Champernon. Donc on concatène simplement l'écriture des entiers en base 10. 9, 10, 11, etc. Donc ça, c'est un nombre qui est normal en base 10. C'est une construction qui remonte à 1933. On peut s'amuser à faire des variantes de cette construction. Donc il y a un exemple qui est assez classique aussi. J'aime bien, c'est dû à Copeland et Erdős, c'est de concaténer l'écriture des nombres premiers. Alors, normal en base B, ça veut dire que chaque chiffre et chaque bloc de chiffres de taille n apparaît avec la fréquence 1 sur b puissance n. Donc, si c'est juste les chiffres, des fois on dit simplement normal en base B. Après, normal en base B, c'est avec aussi les blocs de chiffres. Donc, en fait, normal en base B, on peut montrer que c'est équivalent à être simplement normal en base B, B carré, etc. Et après, normal tout court ou absolument normal, c'est dans toutes les bases. Là, les exemples que je donne ici, c'est simplement, ils sont normaux dans la base 10. Donc, les nombres premiers, c'est dû à Copeland et Erdős 1946. Et puis, une autre construction un peu plus récente, on prend les... Ça, c'est en base 10, oui. Et ensuite, on peut regarder un nombre qui a un développement simple en base 2, par exemple somme des 1 sur 2 puissance 3 puissance n, et puis perturber ça en multipliant le dénominateur par 3 puissance n. Et là, vous obtenez un nombre qui est normal en base 2. C'est une construction qui est due à Stoneham en 1973. Bon, il y a d'autres, vous pouvez faire d'autres variantes, mais le bilan de tout ça, c'est qu'on peut construire des nombres qui sont normaux dans une base donnée, de manière explicite comme ça. On reconnaîtra que les constructions sont un peu ad hoc, donc vous avez le droit d'être déçu, mais surtout, ça ne nous dit rien sur ce qui se passe si vous prenez ce nombre de Champernon. Qu'est-ce qui se passe si je le regarde en base 2 ou en base 3? On est un peu démuni par rapport à cette question. J'écris tous mes nombres premiers en base. Oui. Oui, ça c'est... Non, c'est des questions de croissance. Là, ça utilise le fait que la suite des nombres premiers ne croît pas très vite. Donc, pour la suite de l'exposé, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder des bases. Alors, quand vous êtes normal en base 10, vous êtes aussi normal en base 100, en base 1000, etc. Donc, pour toutes les puissances de 10. Ce qui va être intéressant, c'est de regarder des bases qui sont multiplicativement indépendantes. Donc, je vais noter B1 comme ça, non équivalent à B2, pour dire que B1 et B2 sont deux entiers multiplicativement indépendants. Et ça veut dire que log de B1 sur log de B2 est un nombre irrationnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas aucune puissance de B1 qui est égale à une puissance de B2, enfin, aucune puissance non nulle. Et donc le vrai problème, c'est de donner un exemple simple. Alors c'est un peu comme pour le caractère aléatoire, hein, simple, il faut le prendre avec des guillemets, on pourra en discuter éventuellement après, de nombre x qui est normal
en base B1 et B2 avec B1 qui n'est pas équivalent à B2, c'est-à-dire B1 et B2 multiplicativement indépendants. Donc, est-ce qu'on peut construire un nombre, soit une construction ad hoc, ou on voudrait avoir au moins des exemples de tels nombres? Et ça, c'est un problème qui est ouvert. C'est à peu près depuis les travaux de Borel. Borel est revenu dans les années 50 aussi sur cette question, et puis c'est des problèmes vraiment difficiles sur lesquels on ne sait pas dire grand-chose. Pardon? Non, alors c'est ce que je voulais éviter de faire, mais il y a des... je m'y suis mal pris. Donc ce qu'on sait faire, c'est des constructions de nombres normaux dans toutes les bases, mais avec des suites décroissances d'intervalles qui vont définir un nombre de manière explicite, mais en fait, ce n'est pas une jolie formule. Après, on peut aller du côté de l'informatique théorique et considérer le nombre de Chaikin, par exemple, mais je ne veux pas faire ça non plus, qui est aussi normal en toute base. Donc, ce qui est simple pour un arithméticien, c'est de donner une série comme celle-ci, dire pi, voilà. C'est ça qui nous plairait, mais donc ça, on ne sait pas du tout faire. Mais il y a quand même des réponses d'autres types. Donc, face à ce problème, on a deux heuristiques un peu naïves, mais intéressantes quand même. Donc, la première, c'est vous choisissez votre nombre préféré, et, il est normal. Voilà, donc pour préciser un petit peu, votre nombre préféré, ce serait par exemple un nombre qui viendrait d'une construction arithmético-géométrique, par exemple le nombre pi ou le nombre racine de 2 ou log 2, donc il y a la notion derrière de période, ou éventuellement de l'analyse comme le nombre E. Si vous n'avez pas une bonne raison de penser que votre nombre n'est pas normal, par exemple si vous avez pensé à un nombre rationnel, c'est pas bon, mais si vous avez pensé à un nombre irrationnel qui n'a aucune raison d'entretenir un lien particulier avec une base, la conjecture par défaut, c'est qu'il est normal. Bon, ça, c'est la première heuristique, c'est un peu simpliste. Et ce que vous pouvez faire ensuite, quand vous avez cette idée, c'est calculer beaucoup de chiffres pour vérifier en base 10, est-ce que ça tient la route? Et en général, ça tient à peu près la route pour ceux qui ont fait des calculs. Donc ça amène une première conjecture. Je vais la garder ici. Il y a la conjecture, je vais juste noter n pour normalité. On ne sait pas trop à qui l'attribuer. C'est que les nombres algébriques, donc les nombres algébriques irrationnels et on pourrait rajouter éventuellement aussi pi log 2 e, etc. sont normaux. Donc ça, c'est une première formalisation de l'heuristique très naïve que j'ai mentionné. Donc comme ça rend les choses un peu plus concrètes. On ne sait pas du tout démontrer cette conjecture, et la situation est même bien pire que ça. Donc si vous prenez, pour vous situer un peu les choses, vous prenez par exemple un nombre algébrique de votre choix comme racine de 2, une base, on va dire la base 10, et un chiffre, par exemple le chiffre 7. On ne sait pas dire si ce chiffre apparaît infiniment souvent dans le développement de racine de 2. Donc on n'est pas au niveau statistique. On ne sait pas dire, par exemple, qu'au bout d'un moment, le développement décimal de racine de 2 va peut-être contenir uniquement des 0 ou des 1. On n'est pas capable d'infirmer cette propriété. D'accord ? Donc on a une jolie conjecture qui nous donne voilà, une idée vers là où on voudrait aller, mais on est très très loin de ça. Alors la deuxième heuristique qu'on peut avoir sur cette question, c'est l'idée que si un nombre a un développement simple dans une base, mais qu'il n'est pas rationnel, alors il va avoir des développements compliqués, peut-être aléatoires, dans toutes les autres bases, qui sont multiplicativement indépendantes. Donc ça va être formalisé par une autre conjecture que je vais vous donner tout à l'heure, mais pour comprendre, on peut regarder les choses d'un point de vue un peu plus dynamique. Donc quand on s'intéresse au développement à la suite des chiffres des nombres réels en base B, il y a une application assez naturelle
c'est l'application sur le cercle, qui est simplement la multiplication par b. Donc à x, on va associer bx. Donc, si vous pensez sur l'intervalle, c'est bx modulo 1. Et cette transformation, elle a le bon goût. Vous voyez, si je prends un nombre qui s'écrit 0, à 1, à 2, etc. en base b, elle va simplement envoyer ce nombre sur le nombre qui a pour développement 0, à 2, à 3, etc. Donc elle opère sur les développements comme le décalage. Donc la multiplication par b se conjugue au chiffre sur l'espace des suites. Et donc on peut essayer, pour comprendre la suite des chiffres, regarder l'orbite de x sous l'action de cette transformation. Donc je vais noter OB de x. C'est simplement les itérés du point x sous la transformation TB. Et alors là, vous avez un dictionnaire classique entre les propriétés dynamiques, c'est-à-dire les propriétés de cette orbite, et des propriétés combinatoires de la suite des chiffres. Donc, les trois grands traits de ce dictionnaire, c'est que cette orbite est finie si et seulement si le développement est ultimement périodique. Et dans ce cas-là, on sait que le nombre est rationnel. L'orbite est dense sur le cercle si et seulement si tout bloc de chiffres va apparaître, et donc va apparaître infiniment souvent dans le développement en base B. Et enfin, cette orbite est équirépartie par rapport à la mesure de Lebesgue, si et seulement si le nombre est normal en base B. D'accord ? Donc en gros, les propriétés de répartition de cette orbite sur le cercle vont mesurer en quelque sorte la complexité du développement du nombre x en base B. Donc, et notamment, l'idée, la philosophie de ça, c'est que si vous regardez l'orbite d'un point, bon ça fait jamais qu'un ensemble dénombrable de points, mais vous pouvez regarder son adhérence, le cercle, et maintenant vous pouvez mesurer la taille de cet ensemble. Une bonne façon de faire, c'est de regarder la dimension de Hausdorff, de cet ensemble. Et ça, pour ceux qui sont habitués à la dynamique symbolique, c'est l'entropie topologique. Ça va vous donner l'entropie topologique de la suite des chiffres. Donc ça, c'est pareil que l'entropie topologique. Et donc une mesure de la complexité. L'entropie topologique, c'est lié au nombre de mots différents de taille n que vous allez trouver. Et simplement, ce que vous pouvez retenir, c'est pas vraiment c'est une mesure de complexité du mot ici x dans ce point, donc de la suite des chiffres. Donc, ce calcul, la taille de l'adhérence de l'orbite de x en base B, ça mesure la complexité de la suite des chiffres. Et donc la deuxième heuristique, si j'ai un développement simple dans une base, alors dans les bases multiplicativement indépendantes, le développement va devenir complexe. Ça a été formalisé par une conjecture de Furstenberg, que je vais appeler F1. Donc Furstenberg, ça c'est en 1969. Et cette conjecture, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que on se donne un nombre réel irrationnel et deux bases B1 et B2 qui sont multiplicativement indépendantes. Alors, si je regarde la dimension de Hausdorff de l'adhérence de l'orbite de x par rapport à la transformation TB1, donc la multiplication par B1, et je lui ajoute la dimension de Hausdorff de l'adhérence de l'orbite de x pour la transformation TB2,
ben, j'obtiens quelque chose qui vaut au moins 1. Donc ça dit bien quelle est l'idée de ça. Ben, par exemple, si l'orbite de x ou l'action de B1, x a une suite de chiffres simples en base B1, ben, mettons l'entropie topologique va être nulle, cette dimension de Hausdorff c'est 0, donc l'autre doit être dimension de Hausdorff 1, c'est-à-dire dimension maximale. Et ça implique notamment que l'orbite de x va être dense sous l'action de B2. Donc l'idée de Furstenberg, c'était comment est-ce qu'on peut créer des orbites denses pour des systèmes dynamiques où on sait que la plupart des orbites sont denses, mais pas toutes. Ben, je prends une dynamique, disons, indépendante et une orbite qui n'est pas du tout dense pour la première dynamique, et ça va créer des orbites denses pour la deuxième dynamique. Donc ça, c'était la philosophie de Furstenberg. Et ça donne cette conjecture. Cette conjecture, elle capte vraiment l'heuristique dont je parlais de manière assez subtile, et particulièrement ciselée. Disons, c'est un énoncé qui est très compact, et on va le voir, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, qui est très puissant dans ce qu'il contient. Deux petites remarques. Déjà, on a enlevé les nombres rationnels, parce que sinon, ben, les deux orbites sont finies, donc la somme des dimensions de Hausdorff, c'est 0, donc ça ne marcherait pas. Cette conjecture, elle a le bon goût d'être presque sûrement vraie. C'est-à-dire que pour presque tout réel x, pour la mesure de Lebesgue, d'après le théorème de Borel, qui est encore là-haut, ben on sait que les orbites sont en fait équiréparties, les nombres sont normaux. Donc la dimension, c'est 1 ici et 1 ici. Donc la somme, ça fait 2, ça fonctionne bien. Et puis, on ne pourrait pas espérer mieux que ce 1, parce que des fois, la dimension, ça peut être 0 pour un des deux nombres, et donc au maximum, ça sera 1 pour l'autre. Donc c'est plutôt malin, et puis ça a l'air vrai. Oui, on peut réaliser n'importe quelle dimension. Ça revient à la construction de suites dont l'entropie topologique sera une valeur donnée. Donc ça, c'est pas forcément trivial, mais c'est des choses qu'on sait faire. Oui. Oui. Là, l'entropie, ce serait 1, parce qu'on va renormaliser. On va prendre le log du nombre de mots de taille n en base 5. Enfin, divisé par log 5, du coup. Comme ça, l'entropie, ça va être entre 0 et 1. On préfère cette normalisation. Enfin, en tout cas, moi, je préfère le faire comme ça. Et du coup, ça marche bien ici, puisque la dimension de Hausdorff, c'est entre 0 et 1. Non, si ça vaut 1, c'est juste topologique. Si ça vaut 1, ça te dit que c'est dense. Mais c'est déjà très fort, puisque ça dit que tous les blocs de chiffres apparaissent. Et après, ben, si c'est entre 0 et 1, mais plus grand que 0, ça veut dire que il va y avoir beaucoup de blocs de chiffres différents qui apparaissent, mais tu ne sais pas vraiment lesquels. Voilà. Mais ce serait déjà très intéressant. On va le voir, on est tellement loin de comprendre ces problèmes. Donc, pour pi, c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure pour racine de 2. Enfin, on va voir même qu'on sait encore moins. On sait que tous les chiffres apparaissent en base 2. Ça, c'est la propriété d'irrationalité. Ben, c'est déjà pas trivial. Pour pi, il faut déjà montrer que pi est irrationnel. C'est déjà, même ça, c'est déjà pas complètement trivial. Mais après, voilà, on sait guère essentiellement pas plus que ça. Donc, et c'est bien l'objectif pour l'instant, je vous donne des conjectures, c'est des problèmes qui sont très anciens, qui sont très intéressants, mais le bilan, ça va être essentiellement qu'on ne sait pas traiter ces problèmes. Donc, pour voir la puissance de la conjecture de Furstenberg, je vais quand même vous donner deux exemples. Oui. Là, c'est mouillé, alors ça me fait peur. Non, c'est pas bon. Hein. Et donc là...
vais essayer d'appuyer. Hein? Non, là, j'en ai déjà envoyé 2. J'économise très peu les tableaux, mais... Bon, on va essayer comme ça. Donc, si je définis la suite tau n, et je regarde tau n égale 1 si l'écriture de n en base 3, donc ça veut dire, je prends l'anti-n, je l'écris en base 3, donc c'est un mot fini sur l'alphabet 0, 1, 2. Si ça, c'est un nombre impair de 2, et 0 sinon, d'accord. Je considère maintenant, donc j'ai une suite qui prend les valeurs 0 ou 1, je peux voir ça comme un nombre en base 2, donc je vais appeler x tau, ce sera simplement le nombre 0, tau 1, tau 2, tau 3, etc. Donc ce nombre, ça commence, en fait, sa suite de chiffres, c'est quelque chose comme 0, 0, etc. Et la question est, bon, enfin, d'abord, la première remarque, vous voyez, la suite des chiffres est définie de façon très simple. Hein, on regarde n en base 3, on regarde combien il y a de 2, est-ce que c'est un nombre pair ou impair. Et donc de ça, on peut en tirer que si je regarde la dimension de Hausdorff de l'orbite de 2 en base 2 de x tau, ben c'est 0. D'accord, ça c'est pas très difficile à démontrer à partir de cette définition. Et donc la conjecture va impliquerait en tout cas, donc ça serait la conjecture F1 de la dimension de Hausdorff de l'orbite en base 10 par exemple, ou en base 3 de x tau, c'est 1. Et comme je vous l'ai dit, ça impliquerait que tout bloc de chiffres sur l'alphabet 0, 1, 9, donc je ne sais pas, votre date de naissance, etc., apparaît infiniment souvent dans l'écriture de x tau en base 10. Donc le fait, j'ai une suite ici très simple, je regarde en base 10, et si en fait on essaye de faire les calculs en base 10, c'est ce qui semble se passer, d'accord, mais donc ça donne cette explication, je vais quand même le mettre, tout bloc de chiffres. Donc, apparaît infiniment dans x tau en base 10. Et ça, c'est le type de propriété qu'on a beaucoup de mal à démontrer. Donc la conjecture de Furstenberg, elle impliquerait ça. C'est quelque chose qu'on peut essayer de regarder numériquement, mais qu'on est bien incapable pour l'instant de démontrer. Et il y a une sous-conjecture, conjecture F2, de Furstenberg qui est aussi intéressante parce que c'est ce qu'on va voir avec la première conjecture, c'est qu'elle dit des choses sur le développement des nombres réels, mais cette conjecture, elle implique aussi des choses surprenantes sur le développement des nombres entiers. Donc si on regarde le même genre de questions ici, mais avec les entiers, vous pouvez regarder par exemple l'ensemble des puissances de 2. Ça, c'est une question aussi qui est très naturelle. Donc, quand vous avez les puissances de 2, si vous les regardez en base 2, c'est un 1 et un certain nombre de 0, n0. Donc, il y a un développement qui est très simple en base 2. Qu'est-ce qui se passe si je regarde la suite des puissances de 2 en base 10 ? Donc, si je regarde la suite des puissances de 2 en base 10, qu'est-ce que je peux dire ? Est-ce que si j'ai pris n grand, ça ressemble à un mot un peu aléatoire ? C'est exactement ce qu'on croit, mais là aussi c'est difficile à démontrer. Et la deuxième conjecture de Furstenberg, c'est que tout
tout bloc de chiffres, donc sur l'alphabet 0, 1, 9, en base 10, donc tout mot fini sur cet alphabet. Tout bloc de chiffres, on va dire, tout bloc de chiffres A, on va le fixer, apparaît apparaît dans le mot 2 puissance n en base 10 dès que n est assez grand. Okay. Donc pour tout n, alors cet énoncé se lit dans ce sens, hein, on fixe d'abord le bloc de chiffres, et alors pour tout n assez grand, je dois avoir ce bloc de chiffres qui apparaît dans les développements de tous les 2 puissance n à partir de ce rang-là. Donc ça, c'est assez surprenant. On a l'impression que ça n'a rien à voir avec la conjecture F1. Et en fait, ça, c'est complètement ouvert. Par contre, on s'est montré que la conjecture F1 implique ce résultat. C'est ce que je veux juste vous dire rapidement. On va se servir un petit peu de ça, mais il va falloir être un petit peu... Oups. Non. Non, ces résultats d'existence, ils sont intéressants, mais ils ne nous permettent pas d'aller très très loin. Donc je vais montrer, on va dire, F2 implique F1. Alors, pour faire ça, on raisonne par l'absurde. Donc on va dire, supposons qu'il existe A tel que A n'apparaît pas, je vais le noter comme ça, dans 2 puissance n i en base 10 pour n égale n1, n2. Donc on a une certaine suite d'entiers croissante, telle que, et qui est infinie bien sûr, on suppose par l'absurde, telle que 2 puissance n en base 10, pour ces indices-là, ne contient pas le mot A. Oui. Ah oui, pardon. Ça, c'est pas mal, effectivement. Merci. Donc, on peut supposer, sans perdre de généralité, que A, c'est pas simplement que des zéros. Ça n'a pas la forme 0 puissance L. Parce que si vous ne devez pas voir, mettons, que des zéros puissance L, vous ne pouvez pas voir non plus 1 0 puissance L, 1 par exemple. Donc on va supposer que A n'a pas que des zéros. Et on peut prendre, quitte à prendre une sous-suite, on va supposer que ni plus 1 moins ni, ça tend vers plus l'infini. Et donc là, simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde, donc on suppose que cette suite, elle croît suffisamment vite. On va regarder le nombre qui, en base 5, s'écrit 1 sur 5 puissance ni. Et vous voyez ce nombre en base 5, comme la suite ni, si la suite ni croît suffisamment vite, il a essentiellement que des zéros, puis de temps en temps, il y a un 1. Et de ça, on peut en déduire, donc je vais appeler x ce nombre. Ça va impliquer que la dimension de Hausdorff de l'adhérence pour 5 de x, c'est 0. En fait, on peut montrer que l'orbite est des nombres. Oui, pardon. Ouais. Excusez-moi. Ni. Donc on peut montrer en fait que l'adhérence de l'orbite ici, c'est en fait dénombrable, et donc la dimension de Hausdorff, c'est 0. Mais maintenant, on a aussi un renseignement sur le développement en base 10 de ce nombre, parce que cette série, je peux multiplier par 2 puissance ni en haut et en bas, et on a aussi x, c'est somme des 2 puissance ni sur 10 puissance ni.
Et donc si je regarde ce que ça veut dire sur le développement de x, ben, ça veut dire que x, ça va s'écrire 0, un certain nombre de zéros, puis il va apparaître 2 puissance n1 en base 10. Donc le mot 2 puissance n1 va ensuite apparaître, puis il y a un certain nombre de zéros qui séparent, c'est pour ça qu'on a pris ni plus 1 moins ni qui tend vers l'infini. Puis vous allez avoir 2 puissance n2 en base 10, puis des zéros, etc. Et donc, bah, le mot A, il ne peut pas apparaître puisqu'il n'apparaît pas dans les 2 puissance ni, et ailleurs on n'a que des zéros. Donc on obtient que A, ben, il n'apparaît pas dans le développement de x en base 10, mais ça donne une contradiction. Car la conjecture F1 implique que, comme la dimension ici de Hausdorff est 0, ben, elle implique que la dimension en base 10, c'est 1. Et ça, je vous ai dit que ça impliquait que tous les blocs de chiffres doivent apparaître infiniment souvent. Donc on se sert que 5 et 10 sont multiplicativement indépendants ici. D'accord ? Donc ça, c'est aussi un aspect remarquable de la conjecture F1, c'est qu'elle dit des choses sur les nombres réels, mais aussi sur les nombres entiers. Non, et on s'est servi du fait que on a utilisé deux bases, une base qui est P et une base qui est PQ, avec PQ premier entre. On peut généraliser un peu comme ça, mais voilà. Cette approche-là, elle ne dit pas des choses sur, par exemple, la suite des puissances de 2 en base 3. 2 et 3, il y a d'autres conjectures, il y a une conjecture célèbre d'Erdos là-dessus, mais on ne sait pas avec ça qu'on pourrait la traiter. Bah parce que sinon, on aurait créé un nombre nul, donc c'était pas très intéressant. Ok, donc une dernière chose sur la conjecture de Furstenberg, c'est quand même, j'en ai parlé parce qu'il y a le bilan principal, c'est de dire qu'elle est complètement ouverte. D'accord, ça c'est la première chose, c'est-à-dire qu'elle est à la fois merveilleuse, mais on ne sait pas du tout la résoudre. Mais il y a quand même eu un résultat important qui a été obtenu récemment en direction de cette conjecture, donc je vais le citer. C'est un théorème qui est dû à Pablo Chmerkin et Meng Wu. Donc indépendamment. Donc c'est paru dans le même numéro d'Annals of Math en 2019. Il démontre la chose suivante. En fait, ils ont résolu une autre conjecture de Furstenberg. Et quelque part, Furstenberg, en lisant, on voit que ces conjectures-là, on sait qu'elle est un peu hors d'atteinte, mais il espérait qu'on puisse quand même démontrer qu'elle est encore plus vraie que presque sûrement vraie, en démontrant ce résultat-là. C'est-à-dire le résultat de Chmerkin et Wu, Furstenberg, je pense, envisageait qu'il soit possible de le démontrer. Ça a quand même mis 50 ans. Alors que sa conjecture, c'est encore autre chose. Donc ce qui est démontré, c'est, si vous regardez l'ensemble des x réels ne vérifiant pas, je vais appeler ça étoile, donc cette inégalité de dimension, alors la dimension de Hausdorff de ça, c'est-à-dire les éventuels contre-exemples à la conjecture de Furstenberg, c'est 0. Donc ce qu'on savait, c'était que cet ensemble-là était de mesure nulle, mais en fait, il est vraiment petit, même pour la dimension de Hausdorff. D'accord ? Ok. Par contre, ces résultats-là, donc ce résultat de dimension de Hausdorff, vous pouvez voir, suivant le point de vue qu'on choisit, on peut se dire que ça démontre
presque la conjecture, d'accord? On n'est plus très loin puisqu'il reste en fait un tout petit ensemble de nombres qui peut-être échappe à la conjecture. Et d'un autre côté, hein, en fait, le cœur même, la partie la plus importante de la conjecture, échappe à ce résultat. Donc il y a un résultat, pour comprendre ça, il y a un résultat de Christian Mauduit et Gugu Morera qui montre que si vous regardez l'ensemble des nombres réels x, tel qu'il existe une base de sorte que x a un développement d'entropie nulle dans cette base, c'est-à-dire la dimension est 0, ben cet ensemble-là, il a lui-même une dimension de Hausdorff nulle. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Les nombres qui sont là-dedans, ce sont les nombres qui ont un développement simple dans une base, on ne sait pas laquelle, et c'est très simple, et c'est là où la conjecture de Furstenberg produit tout son effet, puisqu'elle dit, comme la dimension de Hausdorff est nulle, dans les autres bases indépendantes, tout bloc de chiffres apparaît, puisque la dimension de Hausdorff sera maximale, égale à 1. Et bien, tous ces nombres-là, donc comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, mais tous les nombres de ce type-là forment un ensemble de dimensions de Hausdorff 0, donc ils pourraient être tous inclus dans les contre-exemples. C'est-à-dire que le théorème de Schmerkin-Wu vous dira jamais quoi que ce soit sur ces nombres-là. Et comme le théorème de Schmerkin-Wu, ça semble être essentiellement ce qui est capable de dire la dynamique, des approches un peu ergodiques sur ces questions, on voit l'écart, en fait, on peut mesurer l'écart entre une difficulté qu'on peut avoir à démontrer la conjecture de Furstenberg et le chemin qui reste à parcourir. Donc, déjà, et la nouvelle c'est la version non. Ouais. Non, je ne dirais pas que tu n'as rien compris, parce que je suspecte que tu n'as pas bien compris, mais j'en suis pas tout à fait sûr. Ce que dit ce résultat, c'est simplement que s'il y a des contre-exemples potentiels, donc on savait que c'était un ensemble de mesures nulles, d'accord? Donc on savait que presque tous les nombres réels allaient vérifier cette égalité de dimension. Maintenant, on n'a que le complémentaire de cet ensemble est tout petit, est de dimension de Hausdorff 0. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement de mesure nulle, mais c'est beaucoup plus petit. Donc ça te dit, ça dit jamais, c'est un résultat qui est de mesure. Donc ça prouve juste des résultats d'existence. Ça va prouver qu'il existe des nombres d'entropie positive, mais aussi petites qu'on veut, qui ont dans les autres bases une entropie aussi grande qu'on veut, quoi, ce genre de choses. La deuxième ligne? Ah non, mais ça n'a rien à voir. Parce que là, il n'y a pas les deux bases. Là, c'est simplement, on cible les nombres, disons, simples, du point de vue de l'entropie topologique. Ça dit l'ensemble de tous les nombres simples, c'est tout petit. D'accord? Oui. Alors, le deuxième est 1. Ah. Les deux, la remarque, que ce théorème est nul ne dit rien, il est vide. Oui, ça c'est vrai. C'est exactement le sens de la remarque que j'ai faite il y a 5 minutes. Je vais demander un peu de... Je voulais m'assurer que j'avais compris. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça veut dire ce théorème, c'est un théorème qui est très difficile à démontrer, qui est très puissant et qui est important. Mais par contre, du point de vue de ces exemples en disant la force de la conjecture, c'est de dire par exemple, quand une dimension est nulle, l'autre dimension vaut 1, ce théorème est vide. D'accord ? Il n'intersecte pas cette partie-là de la conjecture, qui est pourtant le cœur même de la conjecture. D'accord ? C'est simplement ça que ça dit. Donc, on va quand même essayer d'avancer un tout petit peu, parce que là, j'avoue que je commence à m'inquiéter. Sérieusement. Donc, ce qu'on peut essayer de faire, maintenant qu'on est dans cette
à ce niveau-là, le but, c'est d'essayer, vu qu'on est incapable de démontrer ces différentes conjectures. Donc on a 3 énoncés, par exemple, qu'on ne peut pas du tout démontrer. On va essayer de remplacer partout où il apparaît de l'aléa. Donc aléa, ça veut dire quoi? Ici, tout le bloc de chiffres apparaît. Donc pour moi, c'est ce que je mets, pour ça dans le côté aléa. Ici, si on a un développement simple dans une base, il est compliqué dans une autre base. C'est-à-dire, si je suis simple dans une base, c'est aléatoire dans une autre base. Et ici, en haut, c'est les nombres que vous aimez bien sont aléatoires. D'accord? Donc on veut un substitut à cette notion d'aléa, puisqu'on est incapable de démontrer ces résultats. Et pour ça, on va utiliser la théorie des automates finis. Donc c'est ça le point suivant. De l'exposé, c'est de vous convaincre que ça peut être pertinent de transformer, donc d'introduire la notion de nombre automatique. Donc je vais essayer de faire ça rapidement. On va dire que un nombre réel est automatique, on peut le dire des fois K automatique. Et ça se passe en base B. Donc c'est relative, ça va être une notion qui est relative au développement dans une base donnée. Donc si il va exister un automate fini déterministe, de sorte que l'automate, on va avoir un exemple, ce n'est pas une définition formelle. En entrée, on va lui donner l'écriture de n en base K. Et en sortie, on va récupérer, donc on utilise les automates comme des transducteurs, on va récupérer le nème chiffre de x en base B. D'accord? C'est-à-dire qu'on va dire notre automate, on lui donne n et il nous calcule le nème chiffre de notre nombre réel. Si vous remplacez, si au lieu de faire ça avec un automate fini, vous faites ça avec une machine de Turing, vous obtenez la notion de nombre calculable. D'accord? Évidemment ici, on a remplacé la notion de calculabilité, on a remplacé les machines de Turing générales par quelque chose d'extrêmement plus restrictif, qui est un automate fini déterministe. Donc essentiellement, toute la capacité de calcul, toute la mémoire, elle va être encodée dans le graphe fini qui définit l'automate. Vous obtenez des nombres qui ont un développement particulièrement simple. D'accord? Donc ça nous sert comme notion de nombre simple. Je vous donne un exemple. Un exemple, c'est le... Est-ce que je l'ai effacé? Oui, j'ai dû l'effacer. Tout à l'heure, on avait parlé de la suite TON. Donc si on regarde cet automate-là, donc il y a simplement 2 états. Je vais appeler A et B. Et qui va avoir la capacité de lire, vous voyez, j'ai parlé de K automatique, donc il y a 2 entiers, il y a K et B. B, c'est la base dans laquelle le nombre est écrit, et K, c'est la base dans laquelle on écrit N et que l'automate va lire. Donc ici, si on prend K égale 3, donc l'automate peut lire des chiffres qui sont 0, 1 ou 2, les chiffres de N. Donc si vous regardez l'automate comme ça, c'est-à-dire vous êtes en A, si vous lisez un 0 ou un 1, vous restez en A. Un 2 vous fait aller en B. Et puis de manière symétrique, comme ça. Et que quand vous avez terminé la lecture en A, l'automate produit un 0 et en B produit un 1. Ben cet automate-là, si vous lui rentrez n en base 3, il va exactement regarder si le nombre de 2 est pair ou impair, et donc il va calculer la suite TOM. Donc l'automate, si vous lui donnez n en base 3, il va vous produire la valeur taux de n, où taux, c'était la suite que j'avais définie tout à l'heure, contre la parité du nombre de 2 en base 3. D'accord? Donc, le nombre x taux dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'écrit 0, taux 1, taux 2, etc., il est 3 automatique
en base 2. D'accord? Donc, quand parfois on néglige la base d'entrée, on dit juste automatique en base 2. Et si on néglige aussi la base de sortie, c'est juste qu'il existe une base, on dit juste que le nombre est automatique. Sous-entendu, il est cas automatique pour un certain cas dans une certaine base B. Donc, quand vous avez ce modèle-là, dans les 3 énoncés précédents, vous pouvez essayer de substituer. Alors, je lis, les nombres algébriques irrationnels sont normaux, c'est-à-dire aléatoires. Ben, je remplace ça en disant, est-ce que je peux montrer que les nombres algébriques irrationnels ne peuvent pas être engendrés par un automate fini? C'est-à-dire, quelle que soit la base dans laquelle je regarde, ça ne peut pas être reconnu comme ça. Et donc, je vais décoder un peu les choses. J'ai pris un peu de retard avec les questions sur l'exposé. Mais pour que ça garde quand même un sens, c'est important de dire ce qu'on fait. L'idée, c'est quoi? C'est quand on a ces nombres automatiques, on peut en fait regarder les séries génératrices qui sont associées. Donc, quand je regarde ici la suite de taux, si x s'écrit 0, 1, à 2, etc., on peut regarder la série génératrice, on va dire f de z, qui est la somme des AN z puissance n. D'accord? Et la propriété fondamentale qui fait que les résultats que je vais rapidement énoncer par la suite peuvent être vrais, ça repose sur cette chose-là qui est connue depuis assez longtemps, c'est que si la suite, si la suite 1 à 2, etc., est K automatique, alors f de z vérifie un certain type d'équation fonctionnelle qui est de la forme suivante. Vous avez une équation linéaire à coefficient polynomial, donc ça va être un peu comme une équation différentielle linéaire, mais cette fois-ci, c'est une équation aux différences, donc qui a la forme suivante, P0 de z f de z plus P1 de z f de zq, f de zk, k automatique, plus Pm de z f de z q puissance m est égal à 0. Et les PI... Pardon? Ah oui, pardon, c'est l'habitude. Je dis souvent le paramètre Q, merci. Où les PI sont des polynômes. Donc ici, bon, pour simplifier, non tous nuls. Pour simplifier, on est parti d'une suite de chiffres. Donc la série génératrice, elle était à coefficient rationnel aussi. Et ici, on aura des polynômes à coefficient rationnel, mais de manière générale, on travaille plutôt sur le corps des nombres algébriques. Et le principe, c'est que ces équations fonctionnelles ont été étudiées du point de vue de la transcendance, c'est-à-dire ici, quand vous regardez les séries formelles qui vérifient ce genre d'équations, on peut montrer que ce sont en fait des séries qui sont nécessairement convergentes dans un certain voisinage de l'origine et qui admettent des prolongements méromorphes aux disques unités. Et il y a une méthode de transcendance qui consiste à étudier les relations qui peuvent exister entre les valeurs de ces fonctions-là en des points algébriques. Donc vous étudiez, vous avez des fonctions analytiques, on regarde des points algébriques où ces fonctions sont bien définies, et on va essayer de comprendre les relations qui peuvent exister entre, disons, f1 de alpha 1, où f1 c'est une fonction comme ça, f2 de alpha 2, etc. Donc on a des fonctions et des points, et on veut essayer de comprendre, par exemple, si on a une seule fonction, la question qu'on se pose, c'est est-ce que la valeur au point alpha 1 est transcendante, par exemple. Et l'idée générale, c'est que si la fonction est transcendante, les valeurs vont être le plus souvent transcendantes. Ce n'est pas exactement vrai, c'est-à-dire que ça ne marche pas tout à fait comme ça, mais maintenant on a des résultats très généraux
sur ce type d'équation sur l'étude des valeurs au point algébrique de ces fonctions-là. Et ces résultats généraux, donc je ne vais pas citer, ils permettent d'obtenir ce type de résultat. Donc, si je regarde, donc, normalement, ils apparaissent comme des corollaires. Les résultats que je vais donner apparaissent comme corollaires d'un théorème que je ne cite pas, qui est lié à ces fonctions-là. Mais ce qu'on peut faire, donc, je vais quand même donner 2 énoncés. Conclure, c'est d'une part montrer que les nombres algébriques irrationnels ne sont pas automatiques. Donc ça veut dire que quelle que soit la base que vous choisissez, 2, 3, 5, 10, dans aucune base, leur développement peut être calculé par un automate fini. D'accord? Et donc ça, vous voyez que pour obtenir ça, il suffit de montrer que si vous avez un nombre, vous regardez la fameuse série génératrice, la valeur du nombre x, c'est regarder cette série au point 1 sur b. Et donc ce que vous voulez montrer, c'est que pour ces fonctions-là, la valeur en 1 sur b, elle est soit rationnelle, soit transcendante. C'est-à-dire qu'elle ne peut jamais être égale à un nombre algébrique irrationnel. Donc on voit que c'est un énoncé de transcendance sur les valeurs de ces fonctions au point rationnel qui va permettre par exemple d'obtenir ça. Okay. Donc cet énoncé-là, c'était une conjecture de Cobham de 1968. C'est un résultat qu'on avait d'abord démontré avec Yann Bugeaud par une autre méthode il y a maintenant presque une vingtaine d'années, mais que les gens essayaient de chercher, les gens essayaient de démontrer ce résultat par cette méthode-là, en utilisant ces équations fonctionnelles-là. Et ça, c'est quelque chose qui a pu se faire que récemment. Mais par contre, ce résultat-là a été connu. Et le deuxième résultat que je veux donner pour conclure, c'est un résultat qui, lui, était complètement ouvert. Il avait été, des versions faibles avaient été conjecturées aussi il y a à peu près une vingtaine d'années. C'est ce qu'a à dire, disons, cette approche sur la conjecture de Furstenberg. Ça va dire que si donc on se donne alpha, un nombre réel qui est irrationnel, et 2 bases multiplicativement indépendantes, comme dans la conjecture F1. Et donc le résultat, c'est de dire que alpha ne peut être automatique en base B1 et B2. D'accord ? Donc on ne peut pas. C'est possible évidemment d'être automatique dans une base donnée. On a donné un exemple tout à l'heure. Il suffit de choisir une suite obtenue par automate fini et elle va définir un nombre qui est automatique dans la base B1. Mais si vous prenez une deuxième base multiplicativement indépendante, dans la deuxième base, le développement ne peut plus être engendré par un automate fini. Donc ça rejoint un petit peu la conjecture F1 et les résultats qui portent sur ces fonctions-là. Je vous ai donné ces 2 corollaires, c'est des versions en fait très simplifiées. On peut démontrer des résultats qui sont sensiblement plus forts que ce qui est donné là. Et aussi un analogue que je ne vous donne pas ici, qui est un théorème classique de Cobham, qui concerne l'écriture des suites d'entiers dans des bases, qui se déduit aussi de résultats de transcendance sur les fonctions. Donc on retrouve les mêmes aspects que pour la conjecture de Furstenberg, mais dans des cas qui sont éminemment simplifiés. Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci Boris. Donc, on est un petit peu en retard, mais c'est pas ta faute. On va prendre une question très courte. Et Philippe, tu peux venir te mettre en place. Descendre. À quel point on a des cas d'égalité dans Furstenberg, ou est-ce qu'on connaît des trucs où on sait que ces 2 choses-là, c'est pas 0 et 1, les 2 dimensions de Hausdorff? Enfin, est-ce qu'on a par exemple, je sais pas, un cas où on sait que c'est 0,5, 0,5, ou même un cas où on a 2 dimensions qui valent pas 1 ni 0? Ah oui, alors ça, ce qu'on sait, mais par contre, généralement, ce n'est pas des constructions explicites. Donc on sait faire dimension plus petite que epsilon dans une base.
enfin, de 1 moins epsilon prime, du epsilon dans une base, 1 moins epsilon prime dans les autres bases, avec epsilon et epsilon prime qui tendent vers 0, mais qui sont reliés évidemment dans les deux, qui montrent aussi que la conjecture est presque optimale. Mais après, si tu prends, tu essayes de faire une construction ad hoc d'un nombre d'entropie 1,5, par exemple, ça c'est faisable ici, bah, on ne saura rien dire explicitement, et sinon la conjecture par défaut sera plutôt que ce sera 1 dans les autres bases. À partir du moment où c'est pas 1 dans la première, on va avoir tendance à, si tu as choisi une construction un peu ad hoc, la conjecture par défaut c'est que ce sera 1 dans l'autre base. Ok, merci. B1 et DB2 avec la somme qui vaut presque 2. Non, la somme qui vaut 2, c'est ce qui se passe presque sûrement. Ça c'est le cas générique, mais on peut en trouver tel que la somme, on peut en trouver qui soit tel que aucun des deux soit 0 ou 1, et la somme est très proche de 1. Mais c'est des constructions, c'est des résultats métriques, c'est juste des preuves d'existence. Moi j'ai une autre question, c'est quoi la référence dans laquelle tu énonces le théorème que tu n'as pas énoncé? C'est une bonne question. Donc, les résultats que j'ai donnés, d'ailleurs c'est très bien parce que j'ai zappé plusieurs trucs. Donc l'approche qui consiste à utiliser ces équations fonctionnelles et donc la théorie de Malheur et d'en déduire ses corollaires, c'est pas du tout, parce que j'ai pas donné de nom à ces résultats, hein, ce sont des résultats qui ont été obtenus dans un article en collaboration avec Colin Favergeon. Donc ça, je l'avais donné dans le résumé de l'exposé. Et ça correspond à un article qu'on a mis sur Archive, qui n'est pas encore publié, qu'on a mis sur Archive en 2020, fin 2020, et qui s'appelle Les gens trouveront, exactement. Il n'y a qu'un article en 2020 écrit en collaboration avec Colin Favergeon. Voilà. Ok. Merci Boris. Je propose qu'on le remercie encore.